Bonjour à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui à l'aide à la décision clinique et aux standards. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, on prendra du temps à la fin de la présentation pour y répondre. Et puis comme d'habitude, vous retrouverez le replay sur le site de l'ANS et par mail également avec le mail que vous avez utilisé au moment de l'inscription. Voilà, on a 2 intervenants aujourd'hui, donc je leur passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie, bonjour à tous, merci d'être là. Donc avec Isabelle, on va vous parler d'aide à la décision clinique et de standards, et plus précisément de l'utilisation de 2 outils, donc CQL, Clinical Quality Language, et CDS-Hooks, donc Clinical Decision Support Hooks, pour l'automatisation des recommandations de bonnes pratiques cliniques de la HRS. Donc rapidement, je m'appelle Abdelali Boussadi, je suis expert e-santé auprès de l'Agence du numérique en santé, et plus précisément auprès de la Direction Expertise Innovation Internationale, la DE2I. Bonjour à tous, merci Abdelali. Donc moi je m'appelle Isabelle Gibaud, je suis chef de projet scientifique à la Haute Autorité de Santé, plus précisément dans le service mission numérique en santé sous la direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Alors, dans un premier temps, il y aura dans cette présentation un sondage, une présentation rapide des agences. On parlera de partage et intégration de la connaissance médicale. Il y aura une introduction aux spécifications CDS-Hooks ainsi qu'au langage CQL. Et puis, on vous montrera comment on a utilisé ces 2 outils dans le cadre de l'automatisation d'un guide qui s'appelle le SAM Epidiolex, édité par la HAS. On finira par des questions-réponses et puis un sondage de fin. Donc, je pense que le sondage est parti. Je vous laisse répondre au sondage et pendant ce temps, on va vous présenter, Isabelle va vous présenter les missions des agences. Ok, alors, donc l'Agence du numérique en santé, que vous connaissez bien sûr, c'est une agence gouvernementale française qui est chargée de la santé numérique, qui a en premier lieu un rôle de régulateur puisqu'elle améliore la performance numérique grâce à des règles communes de régulation et d'échange. Un rôle d'opérateur puisqu'elle conçoit les grands e-programmes nationaux pour un service public de santé efficace et solidaire. Et enfin, un rôle de promoteur et de valorisateur puisqu'elle stimule, accompagne et évalue les acteurs pour porter toutes les initiatives e-santé en France. Pour ce qui concerne la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique qui a été créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et qui a essentiellement 3 missions. La première, c'est d'évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes professionnels en vue de leur remboursement. Sa deuxième mission, c'est de recommander les bonnes pratiques professionnelles, d'élaborer des recommandations vaccinales et de santé publique. Et sa troisième mission, c'est de mesurer et d'améliorer la qualité dans les hôpitaux cliniques, en médecine de ville et dans les structures sociales et médico-sociales. Nous, on va plutôt se concentrer sur la deuxième mission, qui est la mission des recommandations. Alors, dans un premier temps, on a choisi de vous mettre un peu un focus sur le partage et l'intégration de la connaissance médicale. Et pour mettre ce focus sur ce thème-là, je vous propose de commenter dans un premier temps cette figure qui représente le cycle de vie de l'amélioration continue de la qualité des soins, avec en haut à droite du schéma les organismes de recherche et puis les organismes publics en santé qui produisent des publications scientifiques, donc tout un corpus de publications scientifiques. Ces publications vont ensuite être analysées et synthétisées dans des guides de bonnes pratiques qui vont constituer un ensemble de recommandations. Et ces recommandations étant basées sur les médecines par la preuve et donc tout le corpus scientifique qui existe. Donc des organisations telles que la Haute Autorité de Santé ou le CDC aux États-Unis ou l'organisation NICE en Angleterre publient ces guides de bonnes pratiques, Clinical Practice Guidelines.
La plupart du temps, et dans la très grande majorité des cas, ces guides de bonne pratique et ces recommandations sont structurés sous forme littérale, c'est-à-dire sous forme d'un texte, par exemple au format PDF ou au format textuel. Donc, pas du tout utilisable dans un système d'information tel que non exploitable dans les systèmes, directement dans les systèmes d'information. Et dans ces guides de bonne pratique, on va donc spécifier ce qu'il se devrait se passer sur le terrain en termes de prise en charge des patients. Donc du coup, ce qui nous a intéressé, nous, avec Abdelali, c'est plutôt la partie droite du schéma, à savoir comment on va faire en sorte pour que ces recommandations qui sont présentes dans les guides de bonne pratique puissent se réaliser directement au niveau du système d'information et avoir ainsi un... Ah, on a perdu Isabelle. Je crois qu'on a perdu Isabelle. Alors, j'essaie de la... Elle est toujours connectée pourtant, j'essaie de la réinviter sur scène. C'est bon, on vous entend de nouveau. Ah, d'accord, donc ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Du coup, oui, je disais, la façon d'intégrer ces recommandations des guides de bonne pratique dans les systèmes d'information, c'est de mettre en œuvre des systèmes d'aide à la décision qui ont un impact positif sur le workflow clinique au profit du patient. Et alors en aval, après cette partie droite, vous avez tout ce qui est mesure de la qualité des soins, et puis donc par des indicateurs de mesure qu'on vient alimenter et ensuite remonter cette information auprès des organismes de recherche et des organismes de santé publique. Donc nous, on s'est concentré vraiment sur la partie droite du schéma, l'aide à la décision clinique et comment on implémente dans les systèmes d'information cette connaissance qui est portée par les systèmes d'aide à la décision clinique. Alors pour ça, on va disposer d'un ensemble de spécifications pour capturer et échanger la connaissance qui est portée par ces systèmes d'aide à la décision clinique. Et je vous ai mis quelques spécifications qui sont publiées par HL7 International, mais on va juste faire le focus sur quelques-unes de ces spécifications, celles qui sont entourées en rouge sur le schéma. Alors la première, c'est celle qui est en haut, qui s'appelle CPG IG, ce qui veut dire Clinical Practice Guideline Implementation Guide. On dit aussi CPG on Fire. Donc ça, cette première spécification, c'est finalement une méthodologie qui est proposée par ce guide d'implémentation pour permettre de passer d'une connaissance précisée par les recommandations sous une forme littérale, passer de cette forme littérale à une forme structurée, interprétable et exécutable dans un logiciel. Donc ça, c'est une méthodologie qu'on va voir tout à l'heure. Le deuxième standard, c'est le standard SQL qui est au milieu de la figure. SQL, Abdelali vous l'a dit tout à l'heure, c'est Clinical Quality Language, qui est donc un langage du standard HL7 international qui va nous permettre de structurer la logique décisionnelle portée par l'aide à la décision. Et enfin, le standard CDS-OOX que Abdelali vous présentera aussi, qui va nous permettre d'intégrer ce module d'aide à la décision dans les systèmes d'information. Donc, on va se concentrer sur ces trois spécifications. Les trois spécifications utilisant elles-mêmes HL7 Fire, qui est un standard international d'HL7, qui spécifie un ensemble de ressources dans le domaine de la santé. Alors, des ressources à la fois administratives, à la fois cliniques, et à la fois ce qu'on appelle des ressources définitionnelles. Pour ceux qui connaissent Fire, ces ressources définitionnelles sont définies dans le module de Clinical Reasoning d'HL7. Et c'est sur ces ressources-là qu'on travaille dans ces trois spécifications. Voilà. Alors, pourquoi, en deux mots, pourquoi ça nous a intéressé d'implémenter ces recommandations dans un système d'information? Parce que je vous le disais tout à l'heure, la majorité de ces recommandations sont sous un format textuel PDF, par exemple, et que donc, il faut déjà lire ces recommandations et les interpréter. Et comme
quand on interprète quelque chose, on peut l'interpréter de façon différente. Il y a une extrême variabilité d'interprétation des recommandations sur le terrain, et donc le fait de les structurer, de les partager et de les mettre à disposition dans le système d'information pourrait permettre de réduire cette variabilité. En même temps, ça réduirait aussi les efforts et le temps d'implémentation parce que chacun de son côté lit la recommandation, l'interprète d'une certaine façon, la structure d'une certaine façon et l'intègre d'une certaine façon dans le système d'information, ce qui fait qu'il y a énormément de temps et d'énergie perdus. Ça permettrait aussi d'accélérer le déploiement et la diffusion de ces recommandations. Et une chose intéressante aussi qui nous a paru intéressante, c'est le fait d'utiliser ces technologies permet de mutualiser cette connaissance dans différents contextes. Par exemple, dans le contexte de l'aide à la décision clinique, mais aussi dans le contexte de la qualité, de la mesure de la qualité des soins, ou par exemple, si on veut vérifier l'adéquation de la prise en charge d'un patient par rapport à un protocole prédéfini, par exemple. On peut, dans ces différents contextes, réutiliser la même connaissance. Du coup, je vais laisser maintenant la parole à Abdelali qui va vous présenter CDS-Hooks et CQL. Merci Isabelle. Donc, je vais vous faire une introduction rapide à CDS-Hooks. Donc, CDS pour Clinical Decision Support. Donc, CDS-Hooks, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de spécifications destinées à faciliter l'intégration de systèmes d'aide à la décision dans le workflow d'un système d'information de santé. Ces spécifications sont principalement basées sur le standard d'interopérabilité FHIR, mais pas que. Donc, ce que vous voyez à l'image, ce sont les interactions entre les briques que propose CDS-Hooks de standardiser. Donc, en jaune, vous avez le dossier patient, où il y a un événement qui arrive, qui est la prescription d'un médicament. Donc, cet événement déclenche un appel à une aide à la décision, donc le CDS Services. Donc, cette première interaction est standardisée dans les spécifications CDS-Hooks. Le deuxième appel standardisé, ce sont les échanges entre le CDS Services et la version FHIR du dossier patient. Quand je dis version FHIR du dossier patient, il n'est pas nécessaire de FHIRiser tout le dossier patient, mais uniquement les éléments dont a besoin le CDS Services. Et enfin, le troisième flux que propose de standardiser le CDS-Hooks, c'est ce qu'on appelle les CDS Cards. Donc, c'est le flux numéro 3 et qui permet donc de donner le résultat de déclenchement de cette aide à la décision. Et ce résultat se présente donc dans les spécifications CDS-Hooks sous 3 formes possibles. Ce qu'on appelle l'information card. Donc, ici, c'est une simple information au sujet du prix du médicament, par exemple, ce qui reste à payer pour le patient. Ce qu'on appelle une suggestion card. Donc là, il s'agit par exemple, dans cet exemple-là, dans la figure de proposer au médecin de switcher entre 2 médicaments. Et puis, la troisième possibilité, c'est d'avoir un CDS card qui permet de déclencher une application de type Smart on FHIR. Alors, pour vraiment bien cadrer le scope des spécifications CDS-Hooks, ce que n'est pas CDS-Hooks, ce ne sont pas des spécifications pour concevoir et ou implémenter une application d'aide à la décision. Et ce ne sont pas des spécifications pour aider à intégrer une application de type Smart on FHIR. Donc, pour cela, il existe des spécifications spécifiques, j'allais dire. Donc, Smart on FHIR d'un côté et puis Smart Up Launch Implementation Guide de l'autre. Donc, nous, on va s'intéresser vraiment à l'utilisation de CDS-Hooks. Rapidement également, le deuxième, entre guillemets, outil sur lequel on s'est basé pour ce travail, c'est le langage Clinical Quality Language, donc CQL. Donc, qu'est-ce que CQL? C'est un standard HL7 approuvé par la NSI. Donc là, je vous ai mis une copie d'écran du site web de CQL où il y a toutes les informations concernant les spécifications de Clinical Quality Language. Vous avez notamment 2 onglets principaux, l'Author's Guide qui est destiné aux professionnels de santé qui veulent travailler avec CQL ou aux gens qui sont des auteurs de connaissances de santé. Et puis le deuxième onglet qui est destiné plus aux développeurs, donc le Developer's Guide, où vous retrouverez des spécifications écrites à destination des informaticiens.
Donc, SQL est un langage de haut niveau. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que SQL est lisible par l'homme. Il est destiné aux auteurs de connaissances médicales. Donc, ils vont l'utiliser pour produire ce qu'on appelle des librairies SQL et s'échanger entre eux ces librairies SQL. Donc, les concepteurs de SQL ont prévu une étape intermédiaire, en l'occurrence un langage intermédiaire qui s'appelle ELM, Expression Logical Model. Et donc, ce langage est un langage bytecode. Donc, c'est un langage intermédiaire entre le code machine et le code SQL. Il est donc tout à fait indépendant du matériel. Et c'est ce qui est préconisé à être échangé pour distribuer la connaissance médicale entre plateformes d'exécution. Donc, il existe plusieurs outils téléchargeables pour passer donc de SQL à ELM et vice-versa de façon automatique. Et puis, la dernière étape de l'utilisation de SQL dans un projet, c'est l'appropriation de ce code ELM par les développeurs qui peuvent soit exécuter ELM directement ou passer par une traduction du code ELM dans leur langage de programmation préféré. Toujours, qu'est-ce que SQL? C'est un langage qui est spécifique au domaine de la santé et principalement parce qu'il utilise en entrée le modèle d'information d'HL7Fire pour sa syntaxe. Et enfin, à quoi peut servir SQL? Il est destiné principalement à la modélisation d'artefacts de mesure de la qualité des soins, mais également d'artefacts d'aide à la décision. Donc, dans ce webinaire, on va plus s'intéresser à cette deuxième partie, qui est la modélisation d'artefacts d'aide à la décision. Et principalement, on s'est intéressé à la modélisation d'artefacts d'aide à la décision venant de guides de bonnes pratiques cliniques édités par la HAS. Donc, on a pris 3 cas d'usage de complexité croissante. Le premier concerne un guide qui s'appelle « Les systèmes d'aide à la décision indexés par médicaments », le SAM. Le deuxième, ce sont les recommandations sur les antibiotiques. Et le troisième, c'est les recommandations extraites du guide de bon usage des opioïdes. Dans ce webinaire, on va vous parler du travail qu'on a réalisé pour extraire la connaissance issue du SAM, édité par la HAS. Et le titre du SAM, c'est « Alerter sur le risque d'erreur de doses liées au dispositif d'administration de l'Epidiolex ». Dans ce qui suit, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va vous parler de ce travail de modélisation. Isabelle va vous parler dans un premier temps de ce qu'est le SAM exactement et de la méthodologie qu'on a utilisée pour extraire la connaissance et la rendre standard et puis l'intégrer de façon standard en utilisant CDSOX. Voilà, merci Abdelali. Donc, effectivement, on va détailler la méthode qu'on a utilisée sur le SAM. Alors, je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'un SAM, et vous allez voir que c'est simple et c'est même hyper simpliste. Et en fait, ce cas d'usage, on a pu le dérouler jusqu'au bout parce qu'il était très simple du point de vue fonctionnel, justement. Et donc, il nous a permis de dérouler toute la chaîne technique pour arriver on part du texte et on arrive à quelque chose de structuré et d'exécutable dans la machine. Donc, c'était intéressant parce que c'était juste des problématiques techniques et pas fonctionnelles parce que le SAM, il est hyper simple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SAM? Un SAM, c'est un système d'aide à la décision indexé par médicament. Donc, le petit logo, c'est SAM. Donc, ça concerne les médicaments. Donc, en fait, c'est un algorithme décisionnel qui est issu d'une recommandation institutionnelle sur les médicaments. Pas sur autre chose, c'est sur les médicaments. Ça peut être issu, par exemple, d'une fiche de bon usage du médicament. Et cet algorithme décisionnel, il a vocation à être intégré dans les logiciels, soit les logiciels d'aide à la prescription, soit les logiciels d'aide à la dispensation. Son objectif est double. D'une part, de favoriser les stratégies thérapeutiques les plus favorables à la santé publique, et d'autre part, prévenir la iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire les erreurs médicamenteuses. Alors, le SAM, donc c'est un algorithme. Son fonctionnement, l'activation du SAM va se manifester dans le logiciel du professionnel de santé, c'est-à-dire soit dans le lab, soit dans le lab, par l'émission d'un message qui est affiché dans le logiciel de l'utilisateur. Ce SAM, il va être activé, donc en fait l'algorithme de décision va être activé lorsque les conditions de déclenchement sont réunies. Et ces conditions de déclenchement, elles sont décrites dans l'algorithme décisionnel. Et là, en l'occurrence, les conditions de déclenchement, ça va être soit la prescription, soit la dispensation d'un médicament qui est l'Epidiolex.
On pourrait avoir d'autres conditions de déclenchement qui sont propres au contexte clinique du patient et qui vous sont représentées ici, qui sont l'âge, le sexe, le poids, la taille, la fonction rénale, l'état de grossesse et d'allaitement d'une patiente. Donc en l'occurrence là sur le SAM Epidiolex, il n'y a pas d'autres conditions qui portent sur l'âge, le sexe, le poids, etc. Il pourrait y avoir, il n'y en a pas dans ce SAM-là, mais ça pourrait faire partie des conditions de déclenchement du système d'aide à la décision. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, je ne sais pas si je suis en plein écran, je ne sais pas si vous voyez le plein écran, en fait, voilà, je vais le mettre comme ça. Ce que vous voyez ici, c'est l'algorithme décisionnel, et donc l'expression décisionnelle qui s'exprime de cette façon. Si la prescription comporte la spécialité pharmaceutique Epidiolex cannabidiol 100 mg par millilitre, solution buvable sous le conditionnement identifié ci-dessous. Et là, on vous donne le code CIP, donc le code présentation, ou le code UCD de l'Epidiolex. Et pour tout patient, donc là encore, vous n'avez aucune condition concernant les caractéristiques du patient, alors on vient afficher dans le logiciel le message en question qui vous est donné là. Le dispositif d'administration est gradué en millilitres. Veuillez veiller à indiquer sur l'ordonnance la dose à administrer au patient en millilitres. Donc, vous voyez que c'est hyper simple, en fait, hein, comme aide à la décision. C'est pas vraiment une aide à la décision, c'est plus une alerte qu'on donne aux professionnels. Donc, vous voyez ici que c'est une simple description fonctionnelle du SAM qui reste tout à fait insuffisante pour permettre une implémentation de la recommandation directement dans le système d'information. Une machine ne peut pas lire ce genre d'information, en fait. Donc, pour arriver à un stade où on puisse implémenter cette recommandation dans le système d'information, on va utiliser la méthode, une méthodologie que je vais vous présenter maintenant. Comme ça. Donc, cette méthodologie, elle est issue de la spécification dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle CPG on Fire, et qui décrit comment on va passer du texte de la recommandation à ce qu'on appelle un artefact, un composant, un artefact standard directement exécutable et exploitable par un système d'information. Donc, un artefact de connaissances structuré et codifié. Je précise que cette méthode, qui est décrite dans le guide d'implémentation, elle est valable pour tout type de recommandation, quel que soit le degré de sophistication du guide d'implémentation ou des recommandations qui sont dans ce guide. Elle consiste, cette méthode, en une démarche qui est tout à fait progressive de structuration des différents niveaux de connaissances. Donc, on démarre par le niveau 1, qui est le niveau narratif, et qui est donc parce que voilà, les textes qui correspondent aux recommandations qui sont écrites par les auteurs de la connaissance. Donc, c'est du texte, c'est du PDF, il faut lire la recommandation. Le deuxième niveau, qui est un niveau opérationnel, dans lequel on va chercher à construire des artefacts à un format semi-structuré. Et à ce niveau-là, on va chercher à diminuer l'ambiguïté de la recommandation. Parce que bien souvent, quand on écrit du texte, il y a des choses qui sont implicites dans la tête des experts et qui sont pas forcément évidentes pour les développeurs. Et donc, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le texte. Donc, il faut chercher à diminuer l'ambiguïté de ces recommandations par ce niveau opérationnel et en définissant des formats semi-structurés. Et notamment, c'est à ce niveau-là qu'on va venir construire des arbres décisionnels qui viennent donc synthétiser un peu le texte de la recommandation. Le troisième niveau, on passe du niveau de format semi-structuré à un format qui est lisible par une machine, et donc là, par un format structuré. Et ce format structuré, c'est justement le format SQL dont vous a parlé Abdelali tout à l'heure. Et là, on va obtenir des artefacts de connaissances qui sont structurés, qui sont cette fois interprétables et qui sont interprétables par tout logiciel, indépendamment de n'importe quelle plateforme. Et on va venir structurer dans un langage, un pseudo-langage, la logique décisionnelle qui est portée par l'aide à la décision clinique. Donc, on va y inclure, par exemple, des critères d'inclusion, des critères d'exclusion, pour lancer l'aide à la décision clinique, la recommandation, etc., etc. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'on vient définir des jeux de valeurs pour codifier les concepts qu'on va manipuler dans cette aide à la décision.
Ensuite, on va passer à un niveau 4, qui est un niveau exécutable. Et donc là, ça consiste à passer du fichier SQL, enfin du format SQL, à un format exécutable. Et c'est au travers d'un ensemble d'outils qu'on fait ça. Et Abdelali vous expliquera ceci tout à l'heure. Donc voilà les différentes étapes les différentes étapes par lesquelles on est passé pour passer du texte au moins au niveau 3, format structuré SQL, et derrière un format exécutable qu'on va pouvoir intégrer dans un logiciel ensuite. Alors, avant de continuer sur cette affaire-là, je vais vous faire une petite démonstration. Si j'ai le temps, je pense que j'ai le temps. Ouais, je pense que j'ai le temps, donc je vous propose de faire ça. Alors, je vais partager mon écran. Je vais pas partager l'écran. Ouais. Voilà. Ok. Et je voulais vous montrer dans un premier temps. Alors, est-ce que Adélaïde, tu peux me confirmer qu'on vous voit bien? C'est bon, on voit bien. Oui, d'accord, merci. Donc, vous avez là la recommandation issue de la Commission de la transparence qui a donné un avis le 13 mai 2020 sur le cannabidiol Epidiolex 100 mg par millilitre solution buvable. Donc, vous voyez que si je défile le document, c'est un document texte, en fait, c'est un PDF. Voilà, et il faut lire cette affaire, ce document-là pour connaître quel est l'avis de la Commission de transparence sur l'Epidiolex. Et il y a une recommandation particulière dans ce guide, enfin dans cette recommandation, qui est de dire le fait qu'il faut signaler que le conditionnement est un flacon multidose avec 2 dispositifs d'administration qui sont gradués en millilitres, alors que la posologie, elle, est exprimée en milligrammes. D'où une nécessité d'une conversion de milligrammes en millilitres, et ça favorise un risque d'erreur médicamenteuse. Donc voilà cette recommandation-là qu'on va essayer d'intégrer directement dans le système d'information pour alerter le professionnel de santé sur le problème. Donc ça, c'est le document au départ. Ensuite, à partir de là, la HAS a travaillé sur ce document-là pour créer ce qu'on appelle le SAM. Et donc voilà le SAM Epidiolex tel qu'il est publié sur le site de la HAS, SAM de la HAS Epidiolex. Et si vous regardez ça, vous verrez que dans un premier temps, la HAS est venue décrire l'objet et le champ d'application du SAM. On y trouve un identifiant, son titre, quel est le demandeur, c'est la Haute Autorité de Santé, l'auteur, c'est la Commission de transparence, les logiciels ciblés, une date de validation, une date d'actualisation, etc. Ensuite, vous y trouvez l'algorithme décisionnel que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on retrouve cet arbre décisionnel. Et puis, on va retrouver dans les métadonnées toujours la source. Et si je clique là-dessus, je retrouve le document que je vous ai présenté auparavant. Et vous avez une fiche SAM qui décrit ça. Donc, vous voyez déjà que là, il y a un effort de commencement de structuration du SAM, mais il n'est pas suffisant. Là, on est au niveau 2 finalement, où on vient définir, créer l'arbre décisionnel qui enlève toute ambiguïté. Vous voyez déjà qu'on donne des codes pour dire qu'est-ce que c'est que l'Epidiolex. Donc, c'est déjà un début, mais ça suffit pas. Et donc, derrière, nous, on a utilisé un outil qui s'appelle CDS Authoring Tool, qui est proposé par donc en fait la HRQ aux États-Unis, qui a missionné une société pour développer un outil qui s'appelle CDS Authoring Tool. Et la HRQ, d'abord déjà met à disposition ce qu'on appelle un repository, dans lequel vous allez trouver un ensemble d'artefacts structurés de connaissances. Donc, déjà pour vous dire ça, je ne vais pas détailler ça, mais vous avez vraiment un entrepôt d'artefacts de connaissances structurées. Et moi, j'ai utilisé leur outil qui s'appelle CDS Authoring Tool pour décrire justement le SAM Epidiolex Demo. Je vous l'ai fait pour aujourd'hui, Epidiolex Demo. Donc, si je prends ce SAM-là, déjà, j'ai un résumé. Vous voyez que c'est un artefact qui s'appelle Epidiolex Demo, voilà, et qui a des critères d'inclusion, qui a des critères d'exclusion, et pour lequel on fait une recommandation. Et si je vais voir comment est édité ce SAM, vous y retrouverez toutes les métadonnées que je vous ai présentées tout à l'heure, vite fait, là, hop, voilà. Le purpose, l'usage, la HAS, l'auteur, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les métadonnées de mon artefact structuré du SAM Epidiolex.
Ensuite, je peux préciser par une interface homme-machine, j'ai oublié de vous préciser, par une interface homme-machine, les critères d'inclusion. Et donc, les critères d'inclusion de mon SAM, vous voyez que le premier critère d'inclusion, c'est ce qu'on appelle Medication Request, qui est une ressource FHIR, qui signifie prescription d'un médicament. Et donc là, je suis venue définir un critère d'inclusion qui dit s'il existe une prescription d'un médicament avec un code from un jeu de valeurs qui s'appelle Epidiolex, qui contient le code Epidiolex en question, avec ce code-là, eh bien, c'est un des critères d'inclusion dans ma logique décisionnelle. Je pourrais rajouter un autre critère d'inclusion. Par exemple, je l'ai fait là, je l'ai fait ce matin, en disant mon SAM concerne les enfants qui ont un âge compris entre 2 et 18 ans. Donc voilà, là j'ai un autre booléen qui dit mon deuxième critère d'inclusion, c'est j'ai affaire à un enfant. Je peux définir un critère d'exclusion qui serait un adulte pour lequel l'âge est supérieur à 18 ans. Eh bien ça c'est un critère d'exclusion. Les patients ayant plus de 18 ans ne sont pas inclus dans ma logique à décision. Et je vais écrire ma recommandation. Donc ma recommandation, c'est celle-ci, c'est le fameux message qui a pour objet d'alerter le professionnel de santé sur le risque d'erreur de dose liée au dispositif d'administration d'Epidiolex. Et je viens donner le lien sur la recommandation sur laquelle est basé mon SAM. Et puis, je pourrais rajouter une autre recommandation en disant, pour la population qui est en exclusion, ce SAM ne concerne pas les patients qui sont adultes. Une fois que j'ai fait ça, je peux sauvegarder mon SAM, mon artefact structuré. Et vous voyez ici que j'ai un download SQL qui me permet de dire que je vais travailler, par exemple, sur la version 4 de FHIR. Et quand je fais ça, il me génère un fichier zip. Et si j'ouvre mon fichier zip, eh bien voilà, j'ai mes artefacts structurés, j'ai mon artefact SQL et j'ai ma librairie FHIR qui s'appelle Epidiolex Demo. Donc après, ce sont d'autres artefacts, mais Abdelali va vous en parler peut-être, mais ce sont des artefacts secondaires. Mais les importants, c'est ceux-là, c'est le SQL et c'est le librairie Demo. Et si je l'ouvre, celui-là, voilà, vous allez obtenir quelque chose. Donc, je ne vais pas me le lire, mais vous voyez que ça, c'est vraiment un code qui est interprétable par une machine. Il n'est pas encore exécutable, mais ça commence à devenir quelque chose d'utilisable par la machine. Je suis où là? Voilà. Donc, je vais arrêter le partage et je vais rendre la main à Elodie et Abdelali. Merci Isabelle. Donc, pour résumer un peu ce que vous a décrit Isabelle en termes de méthodologie, le SAM Epidiolex, on l'a pris en entrée, donc il est au format texte. On l'a fait passer dans cette moulinette d'outils SQL, FHIR, CDS-UX, FHIR Clinical Guideline. On a fait plusieurs itérations dessus. On en a fait 7 exactement. Et donc, en output, en résultat, on a eu un certain nombre d'artefacts, donc 2 bibliothèques SQL, qui vont permettre de standardiser la connaissance qui est issue du SAM Epidiolex, 2 fichiers liés aux spécifications CDS-UX, donc un fichier contexte et un fichier CDS-cart, et puis un certain nombre de ressources FHIR, donc une ressource FHIR Library qui va permettre d'emporter les bibliothèques SQL, une ressource FHIR qui s'appelle Plan Definition qui, dans notre cas, va jouer le rôle de l'aide à la décision, et puis une ressource FHIR qui s'appelle ValueSet qui va emporter le code RxNorm de l'Epidiolex, et puis un certain nombre de ressources FHIR de type patient et medication request pour faire le test. Donc pour faire les tests sur les bibliothèques SQL, c'est très simple, en fait on peut le faire en local, et on peut tester l'interpréteur SQL qui est soit sur Atom, et Atom est en train de fermer, je crois. Donc, plutôt privilégier celui de Visual Code Studio. Et on fait nos tests en local sur le code SQL. Par contre, pour tester les artefacts qui circulent entre les briques,
Alors, avant de vous parler de ça, dans ce diagramme, donc on voit les flux et on voit où se situent les différents artefacts que je viens de citer. Donc, on revoit les 3 briques que j'ai citées au tout début quand je vous ai parlé de CDSUX. On voit le dossier patient, la version Fire du dossier patient et l'aide à la décision. Et puis, vous voyez en vert la distribution des différents artefacts qu'on a obtenus, qu'on a conçus au cours de ce travail de standardisation du SAM Epidiolex de la HAS. Et donc, comme je vous ai dit, pour tester les bibliothèques SQL, vous pouvez le faire en local sur un interpréteur SQL. Et pour tester les autres artefacts qui circulent, en l'occurrence le 4, le 6 et le 5, eh bien, soit vous installez tout ça dans un hôpital où il y a un vrai dossier patient et vous faites les tests en vie réelle, soit donc des sociétés qui sont affiliées à HL7 ont prévu des sandbox, donc des bacs à sable. Et ces bacs à sable vont jouer le rôle pour le CDSUX sandbox, va jouer le rôle du dossier patient. Et la deuxième sandbox, en l'occurrence, qui s'appelle CQF Ruler, va jouer le rôle de la version Fire du dossier patient et va nous permettre aussi d'emporter les artefacts 1, 2 et 3. Et donc là, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble tout ça. Donc, je vais partager mon écran également. J'espère que je vais y arriver. Je vais mettre là peut-être. Donc, je vais mettre là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça y est. Ok, très bien. Donc là, je vous montre le CQF Ruler. Donc, pour les gens qui ont déjà travaillé avec Fire, ils reconnaissent l'interface d'API Fire. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un API Fire qui a été un peu customisé. Donc, on lui a rajouté une brique SQL et une brique CDSUX. Et donc, dans ce CQF Ruler, on va aller charger nos artefacts 1, 2 et 3. Donc, on va aller charger ici l'artefact qui s'appelle, la ressource Fire qui s'appelle library, qui emporte donc notre code SQL. Ici, on a décomposé, comme je vous ai dit, au fur et à mesure des itérations, on a obtenu deux bibliothèques SQL, donc qui vont être emportées par 2 ressources Fire distinctes de type library, ici. Donc la première s'appelle, on l'a appelée Epidiolex Common, et la deuxième s'appelle Epidiolex 1 RxView version 7. Donc c'est là où se situe la connaissance qui est issue, la connaissance médicale standardisée issue du SAM Epidiolex de l'HAS. Et dans ce même bac à SAM, dans cette même sandbox qui est le CQF Ruler, on charge également la ressource Fire qui s'appelle Plan Definition, qui va jouer le rôle de l'aide à la décision. On charge également le value set, qu'on a appelé Epidiolex 01 Pharmacist SAM IG. Et puis, on charge des patients pour faire les tests. Ici, on a chargé plusieurs patients. Et puis, ce patient-là, c'est celui qui va déclencher l'aide à la décision, parce que c'est celui qui va recevoir la prescription de l'Epidiolex. Et puis, là, je vais vous montrer la deuxième sandbox. Donc, c'est celle qui joue le rôle du dossier patient. Donc, c'est la sandbox appelée CDSUX. Donc, ici, on se met sur un onglet qui s'appelle RxView parce qu'on est sur un hook qui concerne la prescription de médicaments. Et tout en haut à droite, vous avez un bouton de paramétrage où vous allez relier les 2 sandbox. Et donc, dans un premier temps, vous allez définir le CQF Ruler, donc la sandbox, la première sandbox, comme serveur Fire. Donc là, je lui donne l'URL du CQF Ruler en tant que serveur Fire. Et puis, je viens ici également choisir un patient. Ici, j'ai choisi le patient qui permet de déclencher l'aide à la décision. Et je configure aussi le CQF Ruler comme serveur d'aide à la décision. Et donc là, dès que vous le configurez, il vous donne la liste des aides à la décision qui sont reconnaissables par cette sandbox.
Et donc ici, en tout premier, vous voyez celle qu'on a définie nous, donc qui concerne l'Epidiolex. Et puis vous voyez d'autres aides à la décision qui sont définies par d'autres utilisateurs de cette sandbox. Et donc vous pouvez décocher ici pour que vous gardiez uniquement celle que vous voulez tester, c'est-à-dire votre aide à la décision. Donc à partir de là, dans la fenêtre qui s'appelle CDS Developer Panel, vous allez sélectionner votre aide à la décision, qui est ici, et vous commencez à faire le test. Donc vous allez dans le champ Medication et vous prescrivez. Donc ici, on fait le test avec un médicament qui s'appelle Etodolac, parce que dans la sandbox, il n'y a pas le code RX norm de l'Epidiolex, mais ça revient exactement au même. Il suffit juste de changer le code du value set et vous pouvez basculer d'un médicament à un autre. Donc là, on va utiliser l'Etodolac parce qu'il est présent dans le code de la sandbox. Donc j'écris Etodolac. L'aide à la décision a été configurée pour le code RX norm de l'Etodolac 300 mg. Donc, je saisis Etodolac 300 mg et on voit l'aide à la décision qui s'affiche. Alors, ce qui est intéressant dans ces sandbox-là, c'est qu'on peut voir les artefacts qui circulent entre les différentes briques. Ici, on voit l'artefact numéro... alors je vous montrerai après, mais il s'agit de l'artefact numéro 4. Donc, on voit l'artefact numéro 4 qui est envoyé à l'aide à la décision. Et on voit l'artefact numéro 6, c'est-à-dire la réponse, ici, qui est la card, qui s'affiche. Et puis, c'est ça qui est interprété pour donner l'aide à la décision intégrée au dossier patient, ici. Donc, je vais arrêter le partage. Et je vais donc juste rapidement pour vous dire qu'on a généré un implementation guide pour ce travail, donc qui est en cours de publication. Et donc dans cet implementation guide, vous allez trouver tous ces artefacts-là et on va expliquer en détail comment les utiliser dans votre système d'information de santé pour pouvoir les intégrer. Et on fera pareil avec tous les autres guides ou tous les autres travaux en relation avec la standardisation de la connaissance médicale. Pour finir, et pour vous parler de perspective, nous, ce qu'on souhaite, c'est aller plus loin avec l'écosystème de la e-santé en France. Donc, on souhaite trouver des collaborations dans un premier temps pour tester ce travail-là avec un éditeur de dossier patient, des startups, et puis dans un second temps pour évaluer. Et donc là, on est plus preneur d'avoir des profils chercheurs. Donc, on peut travailler sur ce use case-là, sur un autre use case, sur un use case qui intéresse l'éditeur ou la startup, etc. Et puis, bon, de préférence sur quelque chose qui est en lien avec un module de connaissance en SQL, mais pas obligatoirement. Dans un futur un peu plus lointain, on va continuer notre collaboration avec les acteurs intéressés pour essayer d'industrialiser ce processus de production de guide de bonne pratique clinique de la HAS au format SQL. Et je prends pour exemple ce que vous a montré tout à l'heure Isabelle, c'est-à-dire le portail de la HRQ, qui s'appelle Clinical Decision Support, où vous allez trouver un repository. Dans ce repository, vous allez trouver quelque chose comme un peu plus d'une centaine de guides de bonne pratique clinique américains qui ont été standardisés au format SQL. Et une autre perspective, c'est d'explorer d'autres cas d'utilisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, SQL permet de standardiser la connaissance médicale, mais aussi permet de standardiser des artefacts liés aux indicateurs de la qualité de soins. Et là, je prends pour exemple le EDIS. Et donc, le EDIS, c'est un ensemble d'indicateurs de la qualité de soins édité par le NCQA, donc, qui est utilisé aux États-Unis depuis les années 90, qui a amélioré au fur et à mesure des années. Et donc, dernièrement, enfin depuis quelques années, ils ont tout fait passer en SQL, sachant que le EDIS est utilisé aux États-Unis par plus de 90% des assurances maladie et équivalents mutuels en France. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je rappelle qu'il y avait un sondage au tout début, donc si vous n'avez pas répondu, vous pouvez y répondre. En attendant, on peut prendre les questions et puis à la fin, il y aura un dernier sondage. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage où vous allez trouver les sondages en question et à y répondre. C'est
vraiment important pour nous pour savoir un peu les gens qui participent à ce webinaire, où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. Donc là, je vois qu'il y a des questions. Élodie, on prend les questions, c'est ça? Oui, alors je peux les lire si tu veux. Donc, première question, pourra-t-on disposer du support de cette présentation? Donc oui, bien sûr. Il sera mis en ligne sur le site de l'agence avec le replay. Je vous ai mis le lien sur lequel il sera publié. Je vois qu'Isabelle est en train de répondre aux questions. Bon, on a un peu de temps, donc on peut les reprendre pour les personnes qui n'auraient pas accès à l'onglet questions. Donc, seconde question, l'exemple est basé sur la prescription de médicaments. Peut-on appliquer la méthodologie pour aide à la décision pour la télémédecine et le télésuivi? Donc, Isabelle répond oui, la méthode et les outils s'appliquent à tous les domaines. Exact. Autre question. Chez Posos, nous sommes très intéressés car nous faisons aussi de la R&D sur la structuration de connaissances à partir de contenus textuels. Ce serait intéressant d'échanger de vive voix. Bien sûr. Voilà, pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. On a encore du temps, donc n'hésitez pas. Donc en fait, ce qu'on peut dire peut-être par rapport à la deuxième question, c'est que dans ce travail-là, on a eu très peu de temps pour travailler sur ce sujet-là avec Abdelali, mais on avait quand même fixé 3 cas d'usage qui sont de complexité de plus en plus importante, et donc sur l'antibiothérapie et sur le bon usage des opioïdes. Et là, on n'était pas du tout sur le médicament, hein. On était vraiment sur d'autres domaines, et c'est exactement les mêmes méthodes et les mêmes outils. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, hein. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Delali? Non, c'est exactement les mêmes méthodes. La seule chose, c'est que comme le SAM Epidiolex c'est relativement simple, on a squeezé certaines étapes, c'est clair, mais ça reste le même framework, hein. C'est un framework que l'on adapte, c'est comme une méthode agile. En fait, il s'agit d'un condensé de best practices issus du monde agile, issus du monde de l'ingénierie des connaissances. Donc, c'est ce que propose HL7 comme méthode. Et on peut l'adapter. Donc, il s'agit d'un framework qui s'adapte aux besoins et aux use cases. Après, il faudrait savoir qu'est-ce que vous entendez par aide à la décision pour la télémédecine et télésuivi, quoi. C'est assez large, et j'imagine qu'il y a des cas d'usage à approfondir. En tout cas, n'hésitez pas, si c'est peut-être pas là pour en parler, à nous écrire. Ça sera avec plaisir de rediscuter ce use case en détail. Alors, il y a une question, je crois. Dans les premières recherches que j'avais faites sur SQL, il paraissait assez complexe d'avoir un environnement d'exécution plug and play. Est-ce que vous avez des recommandations là-dessus? Alors effectivement, au tout début, il manquait d'outils, mais là, les entreprises, notamment si vous allez sur le GitHub d'une entreprise, d'une boîte qui s'appelle DBCG. Donc, si vous allez sur le GitHub de DBCG, vous avez pas mal d'outils qui permettent d'automatiser pas mal de choses, et notamment, vous avez un SQL Engine qui permet d'automatiser toute la chaîne de transformation, donc du code SQL jusqu'au code exécutable. Et donc, pour l'instant, il s'exécute sous Java et JavaScript, mais normalement, dans leur backlog, ils parlent de transformation dans d'autres langages. Et la communauté aussi des chercheurs commence à s'emparer de ce sujet. Et on retrouve en fait des travaux autour de la transformation du code ELM en Sparkle. Après, j'ai pas tout regardé dans le détail, mais ça commence à se mettre en place. Mais déjà, les outils de DBCG sur leur GitHub, il y a pas mal de choses à faire avec leurs outils. Alors, question idem, ça impose d'avoir des dossiers patients structurés avec des terminologies compatibles, ce qui n'est pas souvent le cas. Effectivement, alors, en fait, ce qui peut se passer, c'est que il faut travailler en fait use case par use case. On ne peut pas venir et transformer tout le dossier patient en Fire. Et comme j'ai dit, en fait, si on prend use case par use case, on peut fireiser
selon le use case, le dossier patient, et donc pas forcément avoir un serveur Fire au niveau du dossier patient, ce qui est recommandé, mais pas nécessairement. On peut avoir juste une surcouche Fire au-dessus qui va permettre de faire cette transformation du dossier patient vers le format Fire et permettre la discussion avec l'aide à la décision. Et je rajouterais que cette affaire de terminologie et de concepts structurés à la fois dans le patient, au niveau du dossier patient et du modèle du module d'analyse, c'est une difficulté qu'on a rencontrée. C'est-à-dire que quand on structure de la connaissance, c'est des équipes pluridisciplinaires qui devraient faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont auteurs de la connaissance, et puis on manipule des concepts dans cette connaissance, donc des concepts concernant le patient, le professionnel de santé, la rencontre avec le patient, les conditions cliniques du patient, les médicaments, etc. Donc ça, tout ça, ce sont des concepts. Et quand on passe dans la machine, les concepts, il faut les coder, les structurer et les coder. Et donc, il faut des gens qui connaissent les terminologies. Et c'est une des difficultés, en fait. Du coup, il faut des équipes un peu multidisciplinaires pour travailler sur tel sujet, sur les jeux de valeurs, sur les terminologies, etc., etc. Et c'est pas une partie facile, ça, c'est vrai. Il se trouve qu'à l'ANS, on a quand même pas mal de gens avec des profils autour de ces thématiques-là, et puis à l'HAS probablement dans un futur temps également. Et sur la partie terminologie, donc on a le CGTS qui travaille sur le serveur multiterminologique de l'ANS. Donc on a des compétences en interne sur ce sujet, et l'ANS dispose de ce serveur multiterminologique. Donc voilà, ça peut également aussi nous aider beaucoup sur cette partie terminologie. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, alors après, par exemple, si on prend le guide de bon usage des opioïdes, c'est tout un document avec, je sais pas, il fait 75 pages ou quelque chose comme ça, donc il faut déjà tout le lire. Et de ce guide de bonne pratique, il faut extraire les recommandations qui ont un intérêt à entrer dans le processus clinique pour le patient et pour le professionnel de santé. C'est déjà un premier travail qui est assez conséquent, donc c'est compliqué. Une fois qu'on a extrait toutes ces recommandations, on travaille comme on vous l'a présenté là, c'est exactement la même méthode, c'est-à-dire cette recommandation, elle est littérale, et on va la passer par différents niveaux de structuration pour arriver à un artefact structuré, interprétable et exécutable dans le système d'information. Et ensuite, il faut venir la partager avec l'écosystème en santé pour déjà la faire connaître. Et ensuite, comme vous l'a expliqué Abdelali, on peut récupérer cet artefact et venir l'intégrer en fonction de CDS-Hooks ou d'autres technologies, parce qu'il y en a d'autres, mais CDS-Hooks en est une en fait. Voilà. Et encore une fois, sur chacune de ces recommandations, on a un travail à faire sur les terminologies pour coder les informations, les concepts sur lesquels on travaille. Et l'antibiothérapie, ça nous a semblé intéressant aussi parce qu'il y a un grand plan national sur l'antibiothérapie pour améliorer la prescription des antibiotiques et éviter, je ne sais plus comment on dit, enfin, améliorer la prescription des antibiotiques. Voilà. S'il n'y a plus de questions, il y a un autre sondage qui est prévu? Alors, je l'ai lancé. Okay. Dites-moi si vous l'avez reçu. Oui. Ah, top. Pas de réponse. Donc, je rappelle qu'il y a, dans l'onglet sondage, il y a 3 sondages. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre. Et puis, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Et si vous n'avez pas de questions, écoutez, je propose qu'on termine ce webinaire. Merci à tous les deux pour votre présentation. Merci aux participants. Vous allez recevoir le replay d'ici quelques minutes. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochains webinaires. Bon après-midi.
Merci Élodie. Merci Élodie. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.